Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Quelles sont les nouvelles lignes de fracture politique en France? La droite est-elle vraiment à l'offensive? Est-elle en train d'emporter la bataille sur les esprits? Les conservateurs incarnent-ils l'avenir? Ces interrogations pourraient sembler contre-intuitives pour certains, et pour nous y aider à y voir plus clair, nous avons invité l'auteur d'un ouvrage de circonstance et non circonstancié. Alors que nous nous trouvons engagés dans une longue période électorale, dans les primaires des grands partis, nous allons à la fois éclairer et nous extraire des jeux politiciens avec Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ici dans notre studio. Vous êtes donc universitaire, maître de conférences à l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, et vous venez de publier l'essai « La guerre de droite aura bien lieu » et qui jette dans le débat public un borborigme ou un mot savant au choix, car il est sous-titré « Le mouvement d'extrogir ». C'est là le cœur de votre argument, me semble-t-il. Alors sans plus tarder, quand même, qu'entendez-vous par là ? Pendant des années, et depuis la Révolution française jusque dans les années 1990, on a eu un mouvement sinistrogir. C'est Albert Thibaudet qui, dans les années 1930, a identifié, je dirais, le phénomène, c'est-à-dire le fait que les forces politiques nouvelles sont apparues par la gauche du spectre politique et elles ont repoussé vers la droite les formations et les idées qui étaient nées antérieurement. Il m'a semblé que à partir des années 1990, à partir de la chute du mur de Berlin, à partir de la naissance de l'euroscepticisme avec le traité de Maastricht, avec donc l'élargissement européen, avec la mondialisation qui s'est emballée, aussi bien une mondialisation culturelle que financière, eh bien désormais la gauche connaissait, je dirais, plus qu'un effritement idéologique, la gauche connaissait un épuisement idéologique. Et donc, par conséquent, le mouvement sinistrogir ne fonctionnait plus et que désormais, c'était par la droite du spectre politique que les nouvelles idées apparaissaient, prenaient forme, prenaient de l'espace et donc provoquaient un glissement inverse à celui que nous avions connu, donc un glissement de la droite vers la gauche, des idéologies et d'une certaine manière aussi des partis politiques, encore que mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, les partis politiques, les vraies lignes de clivage politique ne passent pas forcément entre les partis, mais plutôt au sein des partis politiques eux-mêmes. Donc voilà, le mouvement d'extrogir, c'est bien sûr le fait que, eh bien, par l'épuisement idéologique de la gauche, il y a une droitisation globale de l'électorat français, mais en outre, le fait que, si j'ose dire, si je veux parler en termes d'échec, désormais, c'est la droite qui a les blancs, et c'est elle qui progresse idéologiquement parlant. Alors quand même, on a envie de vous répondre assez rapidement. Les médias sont la fabrique de l'opinion, ils sont majoritairement, entre guillemets, de gauche. Bien sûr. Et puis on trouve quand même des idées nouvelles provenant de cette même gauche, par exemple la théorie du genre récemment. Cela ne met-il pas en cause votre argument central ? Le fait que la droite ait pendant des décennies abandonné le terrain culturel, abandonné le terrain de l'instruction publique, pensant qu'il suffisait dans le fond d'avoir une réponse économique fiable, sereine, une gestion, je dirais, efficace, le fait que cette droite donc a pensé qu'il lui suffisait, je dirais, de parler d'économie sans s'intéresser à la culture, eh bien, a évidemment fait que la gauche est aujourd'hui absolument dominante dans, je dirais, le monde intellectuel et dans le monde des médias. C'est certain. Seulement, eh bien, elle est aujourd'hui, je le crois, véritablement, cette gauche, eh bien, sur la défensive. Elle ne produit plus grand-chose de nouveau. Vous me parlez de la théorie du genre. Oui, en France, la théorie du genre, on l'a découverte dans le fond assez récemment, mais ça date des années 1970 dans les universités américaines. Et donc, par conséquent, ça n'est plus très nouveau. C'est l'application concrète de la théorie du genre qui est peut-être nouvelle, mais ça n'est pas la naissance idéologique. Je crois vraiment, sincèrement, que la gauche est épuisée intellectuellement parlant, qu'elle, d'une certaine manière, se convertit à certaines idées qui sont, ou elle renoue avec certaines idées qui, comme le libéralisme, sont politiquement classées à droite, mais qui sont des idées, je dirais, qui sont originairement de gauche. Et donc, essentiellement, je dirais, la gauche se convertit aujourd'hui à la social-démocratie pour ceux qui étaient les plus à gauche, au social-libéralisme pour ceux qui étaient un peu plus modérés, mais dans le fond, je dirais, ont des fondements doctrinaux qui sont absolument convergents avec ceux de la droite modérée. En revanche, il y a une droite classique, et c'est celle que j'essaye d'illustrer par un certain nombre de thèmes. Cette droite classique, elle,
qui avait été comprimée, qui avait été oppressée, eh bien, elle rejaillit à nouveau, elle réapparaît à nouveau, elle peut développer ses thèmes, et disons-le, aujourd'hui, la production intellectuelle qui, je dirais, a le vent en poupe, la production intellectuelle qui intéresse le grand public, eh bien, c'est Philippe de Villiers, c'est Éric Zemmour, c'est Patrick Buisson, et j'allais dire, si vous me permettez, et c'est moi. Et donc, par conséquent, oui, c'est effectivement cette droite-là, cette droite classique qui, effectivement, produit des idées nouvelles, renoue avec un passé, réactive un certain nombre d'idées, et pour reprendre, pardon, mon expression, mais je crois qu'elle est plutôt recevable, c'est cette droite-là qui a les blancs. Les autres sont sur la défensive et nous progressons. Alors votre thèse s'oppose, ou en tout cas diverge assez nettement, de celle de la disparition du clivage droite-gauche. Pourquoi écartez-vous cette dernière ? Si vous voulez, la classification des organisations politiques et des idéologies sur un spectre politique, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ontologique en soi. Le fait de classer, de distinguer, c'est un moyen de description. Le fait que dans un spectre politique il y ait une droite et une gauche, eh bien, à moins qu'il y ait, je dirais, un parti unique, à moins qu'il y ait, je dirais, plus aucune distinction, différence, je dirais, entre les différentes opinions qui s'expriment, cette distinction entre une droite et une gauche, elle existera toujours. Alors après, le fait que le clivage, le critère du clivage entre la droite et la gauche, au XIXe siècle, au XXe siècle et aujourd'hui ne soit plus le même, ça j'en suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, en France, le clivage droite-gauche, il se faisait sur le régime politique. La droite, c'était plutôt les monarchistes, la gauche, c'était plutôt les républicains. Au XXe siècle, à partir évidemment de la Première Guerre mondiale, bien sûr avec la poussée des idées socialistes, eh bien le clivage était sur les questions, je dirais, d'économie, d'intervention de l'État. La droite, c'était plutôt ceux qui voulaient diminuer ou limiter le rôle de l'État, l'interventionnisme de l'État dans la société, et puis la gauche était ceux qui voulaient justement développer ce rôle de l'État. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a toujours un critère de distinction, et en l'occurrence, je suppose que vous voulez que nous en reparlions, c'est la question de l'identité, la question de la civilisation, la question de la définition des corps sociaux. Je crois que ce critère-là, il permet effectivement de distinguer eh bien, une droite et une gauche. Et ce n'est pas parce que le critère économique qui, jusque dans les années 70 et 80, permettait de distinguer la droite et la gauche encore, jusqu'aux 30 Glorieuses et même jusque dans les années 80, la question économique permettait de distinguer la droite et la gauche. On se souvient par exemple que François Mitterrand a gagné l'élection présidentielle de 1981 avec un discours assez, je dirais, fort, je dirais, sur l'interventionnisme de l'État. Le fait que nous n'ayons plus ce critère-là, ça ne veut pas dire que la droite et la gauche a disparu. Il y a un glissement du clivage, il y a une modification des critères, mais la droite et la gauche, c'est une méthode de classification du spectre politique. Il n'y a aucune raison de penser qu'il ait disparu. Ça permet de décrire, ça permet d'analyser, je dirais, les formations politiques et leur idéologie. Alors récusez-vous l'idée qu'une opinion de droite ou de gauche exprimerait une forme d'hémiplégie morale ? Oh là là, c'est bien compliqué comme question. Là, vous me prenez un peu au dépourvu. Il faudrait être forcément syncrétique pour être, pour être réaliste. Non, je crois pas. Non, on peut. Je pense très sincèrement que la droite classique a raison et que la droite moderne et la gauche ont tort. Donc non, je ne crois pas du tout qu'il faille forcément, je dirais, essayer de faire un assemblage idéologique entre la droite et la gauche, entre les idées modernes et classiques, pour essayer d'avoir raison. Pas du tout. Alors peut-on parler de populisme avec cette droite classique que vous évoquez ? Vous évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage aussi la contestation de la manif pour tous, que vous qualifiez plus ou moins de populisme catholique. Oui. Alors le populisme, je crois, c'est une des manifestations de ce que j'ai appelé le mouvement d'Extrogir, c'est-à-dire le fait qu'il y a un retour à un certain nombre de conceptions, un certain nombre de valeurs qui, je dirais, s'enracinent dans une pensée plutôt classique. Le populisme, c'est plusieurs choses. C'est d'abord et premièrement la distorsion entre les élites et le peuple. C'est deuxièmement le fait qu'il y a un recours d'une certaine manière ou une demande de recours à la souveraineté populaire, au référendum, à l'expression directe, je dirais, de la volonté du corps social. Et puis c'est troisièmement, et c'est ça qui me paraît encore plus important, je crois que le populisme c'est
ça renoue, je dirais, avec cette idée que les corps sociaux, ce ne sont pas uniquement une addition de partis, une addition d'individus pour simplifier, c'est quelque chose qui existe en soi. Hein. Lorsque, par exemple, effectivement, les manifestants de la Manif pour tous, eh bien, ont s'opposé à la loi Taubira, aussi bien au mariage qu'à l'adoption par des homosexuels, eh bien, ils défendaient l'idée que la famille, c'est un corps social qui a ses propres règles et dans lequel il faut se couler, dont il faut accepter les principes et non pas vouloir plaquer des principes de l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la Manif pour tous était effectivement un phénomène de type populiste et que le populisme rentre, je dirais, comme illustration, est une illustration de ce que, eh bien, la pensée classique est en train de reprendre des forces et de se redévelopper à nouveau dans le corps social. Vous êtes cependant critique, en tout cas, sur la réussite de ce mouvement. Alors, je suis critique parce que il me semble qu'ils en sont restés, je dirais, à la première étape, je dirais, de la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils ont fait des très grandes mobilisations, incontestablement, et puis il me semble qu'ils n'ont pas réussi, peut-être n'ont-ils pas voulu, eh bien, se transformer en un véritable groupe de pression pour, je dirais, faire valoir leurs idées. Et donc, c'est vrai que la Manif pour tous est quand même un petit peu essoufflée, encore que la manifestation du 16 octobre... Est-ce une pique contre Sens commun ? Alors oui, alors ce qui est certain, c'est que Sens commun, je dirais, en pensant faire de l'entrisme dans le cadre des Républicains, enfin de l'UMP puis des Républicains, eh bien, a en partie, je dirais, essoufflé la dynamique de la Manif pour tous. Ça, j'en suis en partie convaincu, même si en l'occurrence Sens commun, ça représente environ 10 000 adhérents, donc ça n'est pas grand-chose, si j'ose dire, mais ça n'empêche que symboliquement parlant, c'était une scission, c'était une division, c'était mettre un terme, si j'ose dire, à ce qui avait été la très grande réussite de la Manif pour tous, c'est-à-dire le fait d'avoir réuni dans la rue, dans un objectif commun, des personnes aux opinions partisanes diverses. Il y avait des gens qui votaient pour le centre, des gens qui votaient pour la droite modérée, des gens qui votaient pour le Front National, et donc c'était une préfiguration de ce qui aurait pu être, de ce qui devrait arriver, à mon sens, je dirais une recomposition de la droite en fonction, je dirais, de valeurs communes, et non pas simplement sur la base, je dirais, d'intérêts partisans. Et c'est vrai qu'à partir du moment où une partie des cadres de la Manif pour tous ont quitté la Manif pour tous pour aller faire un parti politique au sein d'un autre parti politique, eh bien, ils ont un peu tué ce côté transpartisan de la Manif pour tous, et donc c'est certain à contribuer à l'épuisement de ce mouvement, encore que, je veux dire, le fait que récemment ils aient fait une manifestation qui a réuni au moins 100 000 personnes, c'est quand même une réussite, donc c'est le signe que cette problématique de la bioéthique, de la famille, des mœurs, reste quelque chose de profondément ancré dans l'opinion publique, et en particulier de droite. Alors, nous sommes passés au rapport de force plus ou moins partisan. Le Front National, que vous avez commencé à mentionner, est devenu le premier parti de France en termes de masse électorale, ce qui est un détail souvent omis dans certains médias. A-t-il, selon vous, ce parti profondément changé ? Alors, c'est une question très vaste. Alors oui, il a changé, ne serait-ce que tout simplement parce que ses résultats électoraux se sont lissés dans l'ensemble de la France. C'est-à-dire qu'on avait auparavant un Front National qui faisait de très hauts scores à certains endroits et qui était quasiment inexistant à d'autres. Aujourd'hui, il n'est généralement pas en dessous de 20% partout en France. Donc ça veut dire qu'il y a un électeur sur 5 qui se déplace, qui vote pour le Front National. Ça veut donc dire que c'est un parti national. Quand on s'appelle le Front National, c'est peut-être mieux pour eux qu'ils aient des résultats nationaux. Bon, donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, le Front National a changé aussi parce qu'il ne connaît plus de résultats en dents de scie. On avait des élections où il progressait très fortement et puis ensuite des élections où il s'écroulait. Depuis 2012, on voit qu'il y a une progression, je dirais, certaine, régulière de ces résultats. Et donc là aussi, il a changé et c'est pour cela qu'effectivement, on peut dire qu'il est en passe d'être véritablement le premier parti de France, parce qu'en termes de résultats électoraux, il est en tête, donc de ce point de vue-là, il est le premier parti, mais pour être le premier parti, il faut aussi, je dirais, avoir un enracinement local, il faut aussi avoir des cadres expérimentés, et grâce aux dernières élections locales, les municipales, les cantonales, enfin les départementales, et puis les régionales, le Front National, effectivement, professionnalise ses cadres. Donc de ce point de vue-là, il est en passe de devenir le premier
premier parti de France. Alors après, évidemment, je suppose que votre question portait aussi sur la question du programme, sur la question de la doctrine. Bon, oui, le Front National a changé, je dirais, plutôt dans le ton que dans son orientation générale. Il est certain qu'évidemment, ses thèmes principaux de bataille, l'immigration, l'insécurité, il n'a pas véritablement changé de discours et changé de position. C'est plus, je dirais, dans l'optique d'essayer de rassembler des électorats disparates qu'il a peut-être abandonné certaines des mesures qu'il préconisait auparavant et renforcé, et abandonné, je dirais, et mis en place plutôt un certain discours pour rentrer dans le discours, dans le décorum républicain. Hein. Le ton est devenu plus jacobin, plus républicain. On sait que le Front National, dans les années 80 et 90, défendait encore, je dirais, des mesures du type chèque scolaire, salaire maternel, qui ont disparu corps et biens de leur programme. Donc il y a un côté réactionnaire qui a disparu pour devenir, je dirais, plus un discours de type républicain. Alors pour autant, est-ce qu'il faut dire que parce qu'il défend un État fort et peut-être un interventionnisme de l'État, est-ce qu'il devient pour autant de gauche? Je crois que, bien sûr, il y a une influence, je dirais, de gens venus de la gauche au sein du Front National qui modifie un petit peu son ton, mais pour autant, je m'inscris en faux sur l'idée qui consisterait à dire que parce qu'il n'est pas libéral, il serait de gauche. Pas du tout. Je veux dire, il y a une tradition à droite qui est de ne pas être libéral, et pourtant c'est une vraie tradition de droite. Le catholicisme social, c'est pas du tout libéral et c'est pas du tout de gauche. C'est vraiment de droite. C'est clairement de droite. Bon, donc le fait que le Front National apparaisse comme étant moins libéral qu'auparavant, je crois que tout simplement c'est parce que les circonstances ont changé. C'est-à-dire que dans les années 80, le Front National est un parti en France. La France appartient au bloc de l'Ouest, et donc par conséquent, effectivement, il y a je dirais, cette opposition avec l'Est. Et donc on apparaît, quand on est de droite, comme étant plutôt favorable, je dirais, à un État régulé, à un État qui ne soit pas omnipotent, à un État qui ne soit pas collectiviste. Bien, aujourd'hui, les circonstances géopolitiques ont parfaitement changé. Je veux dire, on n'est plus évidemment dans l'affrontement Est-Ouest, c'est terminé. Il y a d'autres types d'affrontements, et donc par conséquent, je ne crois pas que le Front National soit moins libéral qu'auparavant, mais il est certain que du coup, son discours apparaît comme étant, je dirais, plus républicain. Et c'est ce qui permet de penser, ou c'est ce qui permet de dire, ou d'envisager que le Front National ne serait plus véritablement autant de droite qu'il l'était, peut-être de gauche. Oui, ce qui d'ailleurs fait qu'il est lui-même contesté par ceux qui pourraient constituer son électorat. Oui. On parle de droite hors les murs, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Alors qui sont-ils donc et pourquoi jouent-ils les trublions ? Pourquoi jouez-vous les trublions, devrais-je dire? Disons que moi je suis pas dans un complot. Hein, voilà, je défends un certain nombre d'idées. Je le dis parce que c'est peut-être pas inutile de le dire. Ça m'arrive très souvent de rencontrer. D'ailleurs, j'ai moi-même des amis qui y sont. De rencontrer des gens du Front National qui s'imaginent que parce qu'on n'est pas à 200%, vous me permettrez l'expression, à 200% pour eux, c'est que donc on est contre eux. Moi, je suis un commentateur, je suis un analyste politique et je n'ai pas à prendre parti pour un parti politique. Bon, la seule chose, c'est que je n'ai pas, contrairement à la plupart des autres commentateurs, d'hostilité de principe envers le Front National. En revanche, puisque je suis extérieur au Front National, je peux voir ses faiblesses. Et il me semble que le Front National, dans sa stratégie électorale aujourd'hui, ne prend pas suffisamment en considération une chose importante, c'est la porosité des électorats. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des électeurs de gauche qui votent désormais pour le Front National. Mais en règle générale, ils le font après une période d'abstinence, après une période d'abstention. C'est-à-dire qu'ils se sont d'une certaine manière convertis au Front National parce que, ils ont vu que, dans le fond, il y avait un certain nombre de diagnostics ou un certain nombre de discours du Front National qui leur plaisaient. Bien. Mais, si j'ose dire, chercher à capter cet électorat de gauche en transformant son discours au-delà d'un certain degré, ça risque de créer une incohérence. Autant je ne crois pas qu'il y ait une incohérence pour le Front National à ne pas être libéral, autant il pourrait y avoir une incohérence pour le Front National à abandonner un certain nombre de ses principes, je dirais, par exemple sur les questions sociétales, par exemple sur les questions identitaires, dans le but de capter des électeurs de gauche. En revanche, il y a une très grande porosité entre les différents électorats de droite. Et ça, il ne le prend pas, à mon sens, suffisamment
en considération. Et par conséquent, vous allez dire que j'arrive enfin à la réponse à votre question. Et par conséquent, ça veut dire que, à tort ou à raison, mais en grande partie à raison quand même, il y a un espace politique qui existe à droite, qui n'est pas occupé. Alors, Nicolas Sarkozy essaye de nouveau de l'occuper dans le cadre de la primaire à droite, mais enfin, il est bien évident que, il refait le coup. Ce que vous nous dites, c'est qu'il existe un espace et non une fracture, en fait. Il existe un espace politique à droite, entre la droite moderne incarnée par Alain Juppé, François Fillon et la quasi-totalité des candidats à la primaire de la droite, parce que dans le fond, ils n'ont quasiment pas de différence entre eux, et puis le Front National. Et que cet espace politique-là, il est orphelin. Certes, il y a aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui essaye de l'occuper, mais le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est docteur Nico et Mister Sarko. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il refait la campagne de 2007, il refait la campagne de 2012, il l'a refait en 2016 pour les primaires. Est-ce qu'il est véritablement crédible à vouloir occuper cet espace politique-là? Très sincèrement, je ne le crois pas. Et donc, par conséquent, cet espace politique, surtout si effectivement la primaire de la droite désigne Alain Juppé, cet espace politique, il est orphelin. Et le Front National ne semble pas vouloir, occuper cet espace politique-là, préférant espérer capter des électeurs de gauche avec cette idée qui est, qui n'est pas bête en soi, mais qui me paraît difficilement réalisable, qui est de dire je vais gagner en réunissant les différents noms au traité, au référendum de 2005 contre le traité établissant une constitution pour l'Europe. Ayant fait, pense-t-il, le plein à droite, il faut qu'il fasse, des voix à gauche. Et par conséquent, il laisse libre cet espace politique qui est occupé ou qui est incarné ou qui est représenté par ce que vous avez appelé, ce que moi-même j'ai appelé dans le livre, parce que ça y est, ça commence à apparaître réellement, ce qu'on appelle la droite hors les murs. C'est-à-dire cette droite qui revendique l'idée qu'elle s'affiche véritablement doctrinalement de droite, et cette droite qui souhaite, une recomposition du spectre politique, c'est-à-dire une union d'un certain nombre de personnalités, une union d'un certain nombre de militants, au-delà, des étiquettes partisanes d'aujourd'hui. Faire tomber les murs, décloisonner le fait qu'il y a des gens qui, sont très proches politiquement, mais qui, en raison des appareils politiques, ne se parlent pas. Or, on a bien vu, par exemple avec la Manif pour tous, ils sont forts ensemble, ils convergent dans leurs idées. Donc cette droite hors les murs, elle existe dans la base, elle existe dans l'opinion publique, mais elle n'est pas incarnée par les partis politiques, soit parce que la droite modérée subit ce mouvement d'extrogir, c'est-à-dire qu'il la repousse idéologiquement vers le centre, vers le libéralisme et vers une potentielle alliance avec la gauche, et le Front National qui, par stratégie, veut essayer de conquérir et de gagner les élections, veut essayer de conquérir des électeurs de gauche, et donc par conséquent abandonne cet espace politique et qui reste aujourd'hui orphelin. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais enfin, en tout cas, je crois que cet espace politique existe réellement et qu'il devra peut-être être incarné un jour. C'est vrai que pour l'instant, évidemment, dans la campagne pour les primaires et pour la présidentielle, il ne l'est pas. Alors vous soutenez donc qu'il existe un mouvement de la droite, un mouvement d'extrogir, passons à gauche si vous le voulez bien. Celle-ci, selon vous, se droitiserait donc. À quoi commence-t-elle à ressembler? À quoi va-t-elle ressembler à moyen terme selon vous? Alors elle se droitise, oui et non. Elle se droitise parce qu'elle récupère des idées qui glissent de droite vers la gauche. Parce que le libéralisme, évidemment, à partir de la Première Guerre mondiale, disons de la Troisième République, et puis de la Première Guerre mondiale, évidemment, et puis évidemment avec l'affrontement Est-Ouest après la Seconde Guerre mondiale, ce libéralisme a glissé sur la droite du spectre politique. Mais à l'origine, le libéralisme, c'est une idée de gauche. C'est une idée qui vient par la gauche du spectre politique. Donc ce libéralisme qui était à droite, jusque dans les années 70 et 80, est en train de reglisser vers la gauche. Ce qui fait que, comme vous le disiez, d'une certaine manière, la gauche se droitise parce qu'elle reprend des idées, elle adopte des idées qui étaient anciennement classées à droite. Mais je pense que c'est le libéralisme qui retrouve tout simplement son unité intellectuelle. Quelqu'un de gauche, là pour le coup, lui, il est vraiment de gauche, et qu'il l'assume, Jean-Claude Michéa, explique, et je crois que je partage parfaitement cette analyse, que le libéralisme économique qui avait glissé sur la droite du spectre politique retrouve son unité avec le libéralisme sociétal qui était resté à gauche.
Et donc, dans le fond, on va avoir une gauche modérée qui, est entre la social-démocratie et le social-libéralisme à la Tony Blair. Alors selon vous, libéralisme et socialisme sont des frères siamois. Oui. Donc en soi, en quoi le libéralisme pourrait-il devenir encore un profond marqueur de classification politique? Ce sont vos termes. Parce que toute la question, c'est de savoir quel est quelle est l'origine des corps politiques, des corps sociaux, que ce soit la famille, que ce soit la nation, que ce soit l'Europe, quelle est l'origine des corps sociaux? Est-ce que ces corps sociaux existent, enfin est-ce qu'ils ont, si j'ose dire, peut-être c'est un peu alambiqué, mais je vais le dire quand même, est-ce que l'essence de ces différents corps sociaux existe dans un ordre naturel des choses? Et donc les hommes lui donnent une existence, actualisent, n'est-ce pas, l'existence de ces corps sociaux, ou est-ce que les corps sociaux, ce sont uniquement des constructions artificielles issues de la volonté des hommes? Les socialistes et les libéraux, avec des dosages différents, pensent de la même manière l'idée que les corps sociaux sont le résultat d'un contrat. Et donc cela serait réducteur et sclérosant selon vous? Alors c'est réducteur et sclérosant par le fait que, c'est ce qui est prévu à l'origine du contrat social qui détermine, qui anticipe, je dirais, le rôle qu'aura l'État. Alors que, effectivement, la droite classique, elle considère que dans le fond, l'État, il a pour fonction, la puissance publique a pour fonction d'intervenir, je dirais, dans la société en fonction des défaillances de la société. Mais dans certaines circonstances, il a besoin de beaucoup intervenir, d'être protecteur, par exemple, et dans d'autres cas, il n'a pas besoin de l'être. Donc, la pensée classique, c'est une pensée qui intègre, je dirais, ce que la doctrine sociale de l'Église appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait que la variation, je dirais, du rôle de l'État dépend de la nécessité du corps social, et non pas déterminé, et il ne faut pas que ça soit déterminé a priori, je dirais, comme le pensent les libéraux qui considèrent que l'État ne doit pas beaucoup intervenir, ou les socialistes que l'État doit intervenir beaucoup. Alors votre argument final est un peu quand même celui d'un universitaire. En fin de compte, vous plaidez pour une clarification doctrinale. Oui. Vous ai-je bien compris ? Mais oui, vous m'avez bien compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, le clivage entre les classiques et les modernes, au sein de la droite, c'est un clivage qui ne passe pas entre les partis politiques, mais au sein des partis politiques. Alors bien sûr, le dosage n'est pas le même. Il y a peut-être plus de penseurs classiques ou de gens qui sont attirés par les idées classiques, même s'ils n'en sont pas parfaitement conscients, dans un parti plutôt que dans un autre. Mais ça n'empêche que cette ligne de fracture fondamentale qui passe au sein de la droite et qui fait qu'une partie de la droite, inéluctablement, redeviendra la gauche, ou en tout cas s'alliera avec la gauche, cette ligne de fracture, elle nécessite, elle est véritablement aujourd'hui ce qui permet de distinguer les réalistes des idéalistes. Justement, cette clarté doctrinale, n'est-ce pas un peu un vœu pieux quand même? Pourquoi ? Si vous discutez avec nos contemporains, avec, ceux qui ont manifesté pour la Manif pour tous, ceux qui s'engagent dans la vie politique, ils n'ont peut-être pas une expression de cette classification, de cette distinction des enjeux philosophiques, comme je peux le faire parce que c'est mon métier, et puis parce que c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Mais instinctivement, vous avez énormément de personnes qui vivent cela, qui le ressentent sur la question de l'identité, sur la question de la construction européenne. On est face à une Europe qui a l'air de plus se préoccuper de l'existence et des intérêts des autres que de ses propres intérêts. Ça, il est bien évident que ceux qui réagissent contre ce phénomène-là, vivent ou conçoivent implicitement l'Europe comme étant un corps social doté d'une civilisation, un corps social doté d'une identité propre. Ça, c'est une manière classique de concevoir les choses. Donc, que vous me reprochiez courtoisement de formuler les choses d'une manière intellectualisante, je le veux bien, mais la réalité, je dirais, des convictions dans l'opinion publique, c'est que certaines sont incontestablement des convictions classiques et que d'autres sont des conceptions modernes. Et que aujourd'hui, les partis politiques ont intérêt, je dirais, à essayer d'être attrape-tout, donc ne font pas l'effort de défendre une doctrine qui soit cohérente, et que pour faciliter le choix des électeurs, par honnêteté, par loyauté vis-à-vis des électeurs, je crois qu'il faudrait une recomposition du paysage politique français où les organisations feraient explicitement le choix de défendre une pensée classique ou une pensée moderne.
D'accord, donc une recomposition pour plus d'honnêteté, ce sera le mot de la fin. Guillaume Bernard, merci beaucoup. Mais merci de m'avoir reçu. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes l'auteur de l'ouvrage La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié aux éditions d'Esclés de Brouwer et qui est aujourd'hui dans les librairies, me semble-t-il. Absolument, depuis ce matin. Merci à vous.